Salut le peuple, c'est Tempo, Nabil. Donc aujourd'hui chez les Invisibles, on va recevoir Samy Breuil, qui est prof. Donc on va parler de l'école. À tout de suite. Le meilleur est à venir. Gardez le moral, je sais que les temps sont durs. Le stress électoral le fait que les tensions durent. Regardez vos enfants, leurs intentions sont pures. Elles nous donnent l'espoir de voir la vie au pluriel. Y a tout à prendre dans les relations humaines. Suffit de tenter sa chance, des fois ça se passe en humaine. Je répète mes pas et j'écris jusqu'à l'aube, afin de mener la danse loin de la violence urbaine. Parce que la vie vaut la peine d'être vécue. Et là je fais référence à n'importe quel... Alors Samy, aujourd'hui je te reçois. Merci. Chez les Invisibles. Merci pour cette invitation. Voilà, moi en tout cas ça me fait gravement plaisir que tu sois ici. Pareillement Nabil. Premier invité de l'aventure. Eh ben écoute, ça fait Donc, grand plaisir. Déjà on va commencer par ta petite présentation. Yes. Moi parce que voilà, tu m'as envoyé un petit dossier qui m'expliquait un petit peu ce que tu avais fait précédemment. Oui. J'ai noté que tu étais né dans le 04. C'est ça. On a quasiment le même âge. D'accord. À un an près. Ah oui. Donc je te laisse te présenter, Samy. Ok. Donc Samy Breuil, je suis né dans le 04, les Alpes d'Haute-Provence. C'est un département très presque désert, on va dire très rural, entre Marseille et les Alpes. Et donc vraiment toujours vécu dans les villages jusqu'à mes 20 ans. Donc je suis né avec un handicap de naissance, c'est une scoliose malformative. Ça veut dire que dans ma colonne vertébrale, il manque 2 demi-vertèbres, l'une au-dessus de l'autre, ce qui crée un déséquilibre. Et la chance que j'ai eue dans cette malchance, c'est que mon père était médecin, et donc il a remué ciel et terre depuis tout petit pour que je puisse avoir les meilleurs spécialistes qui m'opèrent, qui stoppent le développement de cette, ce qu'on peut appeler une déformation, une maladie. Et donc j'étais à l'école assez tard. Comme j'ai été opéré à 18 mois, puis à 3 ans, puis à 4 ans, j'étais un peu bloqué, tu vois, physiquement dans un corset. Ma mère a tout arrêté pour me faire l'école à la maison, la méthode Montessori. D'accord. Ok. C'est quoi exactement? Parce que moi j'en entends parler souvent, ouais. Mais je sais pas c'est quoi, c'est juste l'école à la maison en fait. C'est l'école à la maison, mais c'est une pédagogue, Maria Montessori, qui était italienne et qui avait une approche très pratique par le toucher, par la manipulation, par quelque chose de beaucoup plus concret que abstrait, tu vois, de l'école, pour que les enfants puissent intégrer plus rapidement les notions principales de la langue et des maths. Ok, d'accord. Et donc jusqu'au CE1, j'étais à la maison. Et après CE1, j'arrive à l'école, pas du tout préparé socialement, affectivement. Et c'est là où le harcèlement a commencé, parce que j'étais différent, j'étais jugé par les autres. Excuse-moi, juste je te coupe, je voulais juste savoir, parce que bon, comme j'ai déjà été pion dans un lycée, oui. Est-ce que tu avais eu quelqu'un qui t'accompagnait à l'école? Ou est-ce que tu es rentré à l'école, il n'y avait pas de... Tu sais, parce qu'aujourd'hui, tu as des aides dans les vies scolaires. Exactement. Mais donc à ton époque, non, ça n'existait pas ça. Ça n'existait pas. Et on va revenir là-dessus. Il y a une grosse évolution qui s'est faite par rapport à l'accompagnement des enfants handicapés, par rapport à la reconnaissance du handicap, qui est vraiment... qui est bien, tu vois, malgré toutes les choses... qu'il reste à améliorer dans le système éducatif. Ça, c'est un côté positif. D'accord. Et donc, pour le faire rapidement, du CE1 à la 3e, avec des périodes de creux et de mieux, tu vois, du pire au meilleur, ça a été compliqué, l'école pour moi, au niveau de la relation avec les autres. Et ensuite, le lycée, ça a été un petit peu quelque chose de positif pour moi, parce que j'ai pu me faire plus de potes, j'ai pu être noyé dans la masse. Donc ça a été compliqué jusqu'à la 3e. Jusqu'à la 3e, c'est ça. D'accord. Ouais. Et le lycée, ça a été beaucoup mieux. La fac aussi, j'ai fait des études de lettres à Aix. D'accord. Et une maîtrise de lettres modernes, une maîtrise d'écriture. Donc, c'était assez atypique à l'époque. Il y avait une prof qui proposait qu'on écrive un scénario de film ou un roman, et elle faisait un travail de lectrice. Donc elle lisait ce qu'on avait fait, elle nous orientait pour améliorer, et donc voilà, sur cette année-là, j'ai fait ça. Et après, assez vite, donc toute cette époque, même si ça allait mieux, en fait, j'avais des séquelles, tu vois, au niveau psychologique surtout. Psychologique, ok, d'accord.
Je m'acceptais pas, j'étais pas bien dans ma peau. Ça, c'était à quelle période? C'était lycée, C'était fin lycée, fac? ouais, la transition entrée à la fac, on va dire. Ok. Ouais, c'est entré à l'âge adulte, on va dire, Ouais, entre guillemets. exactement, parce qu'en plus j'avais 18 ans, tu vois. D'accord. J'avais 18 ans à cette époque-là. Pensée suicidaire, pensée d'automutilation. Parce que pendant toutes ces années, Ouais. t'as pas pu parler à quelqu'un, J'ai- à part les parents peut-être, et Même encore, pas, c'est un peu même pas. compliqué parce qu'il y a toujours cette pudeur avec les parents des fois. C'est ça, Et ouais, donc t'as pu parler à personne. exactement. D'accord. Il n'y avait aucune reconnaissance du harcèlement à l'école. C'était quelque chose de normal. Il faut bien qu'il y ait un souffre-douleur, il faut bien qu'il y ait un bouc émissaire. Une question, bon, après on reviendra sur le harcèlement un peu Oui, plus oui. précisément, mais le harcèlement c'était des moqueries ou est-ce que vraiment c'était. Parce que des fois ça peut être involontaire, je Oui. pense. Hein. Oui, bien sûr. Mais est-ce que vraiment c'était fait pour faire mal ou est-ce que c'était juste des blagues pour faire rire les autres en fait? C'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de tout. Oui, c'est un mélange. En fait, il y a forcément des blagues pour faire rire les autres. Parce que le harcèlement se développe face au groupe. C'est un individu qui veut briller et qui va entraîner les autres dans sa dynamique. Mais tu vois, j'avais des gamins de mon village, quand j'étais seul avec eux, le mercredi ou le week-end, ils Ça se étaient passait sympas. bien. Ça se passait bien. D'accord. Et dès qu'on arrivait au collège, ils utilisaient ce qu'on s'était dit ou ce qu'on avait fait Ok. au village pour le retourner contre moi et pour se moquer de moi et entraîner tous les autres. Et tu vois, là où je dis que c'était conscient, c'est que quand il y avait des nouveaux élèves qui arrivaient à la rentrée scolaire, ils les informaient de tout ça pour qu'ils soient mis au jus de ce que j'étais, de ce qu'ils pouvaient me dire, des surnoms que j'avais, tu vois. Donc il y avait vraiment une volonté, à 13-14 ans, 11, 12, 13, 14 ans, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment une volonté, mais en tout cas un plaisir à se moquer de quelqu'un, à se mettre soi-même en tant que supérieur par rapport à moi qui était inférieur. Tu vois? Ouais, on va dire c'est un petit peu utiliser la faiblesse de quelqu'un pour Oui. briller, c'est un petit peu ça, d'accord. Exactement. Et en fait, est-ce que c'est tout ça qui t'a donné envie de devenir professeur ou c'est venu un petit peu Alors pas du au tout. hasard? En fait, pas du tout, non. J'avais pas envie d'être professeur à la base. Moi, j'avais plutôt envie d'être écrivain. Parce que D'accord. les... Ouais, parce que tu faisais des lettres, t'étais dans les lettres. Oui, c'est ça, c'est D'accord. ça. En fait, ce qui m'a permis de m'évader de mon corps, quand j'étais un tout petit garçon, enfermé dans un corset, avec la douleur physique des opérations, c'était la lecture. Avec la méthode Montessori, j'ai appris à lire plus tôt que la moyenne. À 4 ans, 4 ans et demi, je savais lire. Oui, puis à l'époque, là, attends, c'est en quelle année? C'est 80, dans C'est les 90? 85, ouais, Voilà. 85. Donc ouais. déjà à cette époque-là, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas Non. Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc C'est clair. c'était soit, et encore même la télé, c'était pas développé comme maintenant. Et mes parents avaient choisi qu'on n'ait pas la télé à la maison. Voilà, donc ça veut Tu dire vois. qu'à part les livres, Oui. t'avais pas forcément quelque chose pour t'échapper, on va dire. Exactement. D'accord. C'est ça, ouais. Et finalement, même si sur le coup, je l'ai vécu comme un handicap de plus de ne pas avoir la télé, maintenant je leur dis merci parce que la lecture, c'est une sorte de magie. J'explique ça à mes élèves. C'est le cerveau humain qui va projeter sur un écrit qui peut dater d'il y a 3000, 4000 ans en arrière si tu prends l'épopée de Gilgamesh, le premier écrit qu'on a de D'accord. l'histoire de l'humanité, ou d'il y a 6 mois, on va projeter nos propres images qui sont uniques. Personne n'aura les mêmes images que ce qu'on va projeter sur un écrit grâce à la lecture. Le théâtre, le cinéma, Ouais, tu parles de l'imagination. voilà, On va voir par l'imagination. rapport à un texte, d'accord. c'est ça. Ouais. D'accord. Et donc, pour reconnecter avec mon parcours professionnel, quand j'ai fait cette maîtrise de lettres modernes, après, je savais pas trop quoi faire, mais je me disais, puisque c'est compliqué de devenir écrivain, tu sais qu'il y a que 0,5% des manuscrits qui sont envoyés, qui sont publiés. C'est très 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 peu de personnes. J'ai refait un DUT pour travailler dans les métiers du livre. Donc c'est librairie, édition, bibliothèque. Et puis à la fin de ça, j'avais pas trop de débouchés, je me cherchais encore. Et il y a une étape très importante dans ma vie, c'est en 2002, j'ai fait un voyage humanitaire au Cameroun. D'accord. Et c'était un moment où j'étais très mal avec mon image, avec moi-même. En 2002, tu avais la vingtaine. Ouais, 21, c'est ça, hein. j'avais 21, exact. Ouais. Il y avait tout un processus de non-acceptation, de doute sur moi-même, même si j'avais eu des opérations
carrément de chirurgie esthétique pour améliorer mon image, pour redresser ma colonne, tu vois, pour me mettre un peu mieux que ce que j'étais. Il y avait toujours quelque chose qui allait pas, c'était ce passé, tu vois, ces séquelles qui restaient là. Et en fait, ces 3 semaines au Cameroun, ça a été une thérapie de groupe qui a changé complètement ma façon de voir la vie, qui m'a aidé à m'accepter. Et j'ai compris que le cœur de ça, c'était l'interculturalité. Devenir une nouvelle personne face à des personnes qui avaient une culture différente que la mienne et pouvoir me réinventer là-dedans. Là, c'était quoi? C'était un voyage humanitaire? C'est un voyage humanitaire. Est-ce que peut-être que ça t'a permis de relativiser aussi, peut-être, non? Exactement. Le fait d'être face à des personnes en difficulté. Dans le besoin, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça m'a permis de relativiser, ça m'a permis aussi de me rendre compte que ce que j'avais... ouais, t'as dit le terme exact. Que mes problèmes étaient finalement pas grand-chose par rapport à d'autres problèmes. Pas grand-chose parce qu'on le compare à voilà. des choses peut-être plus dures. C'est ça. Mais ça reste quand même un problème oui. important Ouais. pour beaucoup de gens. Et en fait, c'est vrai que ça rentre dans le cadre des invisibles parce que toutes les personnes qui subissent le harcèlement, il y en a très peu qui en parlent. Oui. Et il y a aussi très peu de personnes qui arrivent à mettre le point sur dire ouais, je me fais harceler en fait. Oui. Parce que des fois, non, les gens le prennent un peu à la rigolade, mais au fond d'eux, ils souffrent. Hein. Ouais. Tout à fait. Donc là, en fait, à partir de quand tu as commencé à vouloir être professeur? Eh bien, en fait, un petit peu plus tard, en 2004, j'ai fait un autre voyage humanitaire au Guatemala cette fois. D'accord. Plus longtemps, tu vois, de 3 semaines, je suis passé à 3 mois. Et en fait, là-bas, j'ai rencontré toute une autre catégorie de personnes qui étaient les artisans voyageurs. C'était des gens qui fabriquaient des bracelets, des colliers, des objets. Et ils vendaient ça dans la rue et ils se déplaçaient dans toute l'Amérique latine. Et j'ai vraiment adoré ce mode de vie. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à mes parents, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai trouvé ma voie et ma mère m'a dit ok, mais est-ce que tu penses qu'avec tes colliers et tes bracelets, tu vas pouvoir faire vivre une famille? Et j'ai dit c'est vrai que c'est compliqué. Donc c'est là où elle m'a dit essaye de trouver un travail qui te permette de voyager tout en gagnant ta vie un minimum. Parce que c'est vrai que depuis que j'étais devenu adulte, j'avais envie de fonder une famille. Et en cherchant, j'ai trouvé cette option du français langue étrangère, c'est-à-dire enseigner le français aux étrangers, comme une langue étrangère, comme nous on apprend l'anglais ou l'espagnol ici. À l'étranger ou à l'étranger. À l'étranger, d'accord. Voilà, c'est ça. Alors ça existe aussi en France pour les gens qui arrivent en France et qui ont besoin d'apprendre à parler français, mais il y a aussi la possibilité de l'enseigner à l'étranger. Donc j'ai fait les équivalences des diplômes en 2 ans. C'est en école française ou c'est école privée ça? C'est les deux. T'as des écoles privées qui te l'enseignent, t'as la fac qui te permet de faire des licences ou des masters pour devenir enseignant de français langue étrangère, et t'as aussi des assos, des écoles publiques ou des facs, même aussi dans les lycées et collèges publics, qui vont enseigner le français comme langue étrangère. Tu vois ? Donc ça touche toutes les sphères, du public au privé. Et en fait, une fois que j'avais ce diplôme-là, le premier boulot que j'ai trouvé, c'était en République dominicaine. Bon, ça va. Ouais. Ça va quand même. Je me rappelle quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit on a besoin de vous, venez ici, il y a la plage, la fête, allez, vous allez voir, ça va bien se passer et tout. Donc j'ai dit allez, c'est parti. Et donc 2007-2013, je suis resté presque 7 ans là-bas. Je travaillais à l'Alliance française, c'est une association qui fonctionne un peu comme une école privée pour les Dominicains qui veulent apprendre le français. Et là, je donnais des cours à des adolescents et à des adultes. C'est pas du tout la même approche qu'en France, puisque les gens payent pour apprendre quelque chose et ils sont demandeurs. Ouais, ils sont concentrés dans l'apprentissage. Alors que tu sais que l'école en France, elle est gratuite, mais elle est obligatoire aussi. Faut pas oublier ça. C'est vrai. Il y a le côté gratuit, mais obligatoire. Obligatoire, ouais, c'est jusqu'à 16 ans. C'est jusqu'à 16 ans, ouais, exactement. Okay. Ouais. Et donc voilà, c'était ma première approche de... Tu vois, j'avais pas, pour répondre à ta question de quelques minutes en arrière,
ça n'a pas été pour moi une vocation de me dire je vais être prof, j'ai envie d'être prof. C'était plutôt la vie, les choix, les nécessités de mon chemin de vie qui créent un parcours un peu atypique, qui font que finalement je me suis retrouvé à être prof et à apprécier ça. J'aurais peut-être pas été le même prof si j'étais devenu directement après mes études, quand j'avais 22, 23 ans, tu vois. Là, je suis devenu prof à 26, 27 ans. J'avais déjà un vécu et j'avais une ouverture, une volonté d'apprendre autant des autres que de leur apprendre des choses. Et peut-être aussi que culturellement, t'as aussi, on va dire, glow up du fait de tes voyages. C'est ça. Ce qui a permis que quand t'as commencé à être prof, déjà tu faisais, je pense, déjà tu le faisais pas, mais ça accentue le truc de pas faire de différence entre les personnes que tu peux avoir dans ta classe. Exact. Et oui, donc t'avais une expérience de vie. C'est contrairement à certains qui sortent juste de l'école et qui sont tout frais. Oui. Et en plus, pour connaître certaines personnes qui sont profs aujourd'hui, des amis à moi, je sais que souvent on les envoie dans des endroits un petit peu compliqués. Et oui. Donc même ça, c'est un truc, tu vois, honnêtement, personnellement, c'est un truc que j'ai jamais compris, quoi. Bien sûr. Former des gens dans des endroits compliqués, je sais pas si c'est la bonne chose. Et ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Voilà. Je pense que c'est malheureusement un système qui repose sur des acquis pour ceux qui sont anciens dans le métier. Donc tous les nouveaux, on va les envoyer. C'est le monde à l'envers, si tu veux. Après, voilà, ça je peux le comprendre, mais je pense que c'est pas forcément dans l'intérêt des élèves. Tout à fait. Parce que je me dis, bon, quelqu'un qui a de l'expérience, il va pouvoir plus facilement gérer une classe, gérer tout ça, tu vois. Et je me dis, prof sans expérience, t'arrives dans un endroit tout nouveau. Par exemple, quelqu'un du Sud qui arrive à Paris, des fois dans des banlieues, souvent c'est comme ça que ça se passe. Et oui. Je trouve que c'est compliqué quand même. Hein. Tu vois. C'est vrai. Donc, toi, est-ce que ça a été ton cas? Est-ce que tu as dû monter à Paris? Alors, ou est-ce que tu... Je vais t'expliquer. Moi, c'est passé différemment, là aussi. Parce que quand j'étais en Repdom, quand j'étais en République Dominicaine, j'ai eu l'idée de faire un Master 2. Parce que tu vois, j'avais 2 Master 1, mais j'avais pas fait le niveau Master 2. Alors Master, pour préciser, parce que bon, y a des gens peut-être qui vont regarder la vidéo mais qui connaissent pas forcément. Master, on est d'accord, c'est 5 ans après le bac. Non, c'est 4 ans. C'est 4 ans maintenant. Voilà, d'accord. C'est parce ça. qu'il y a le... En fait, tu as le Master 1. D'accord. Avant, il y avait la maîtrise. Le Master 1, c'est quoi? C'est 4 ans. C'est 4 ans. 4 ans, d'accord. Ouais. Et Master 2, c'est quand tu vas faire un travail de recherche en plus pour finaliser ce Master 1. Okay. Et en fait, moi, je l'avais pas fait parce que juste avec le Master 1, je pouvais déjà commencer à travailler. Et moi, mon objectif, c'était de travailler assez vite, tu vois, surtout de pouvoir repartir à l'étranger le plus vite possible. Et donc, en étant là-bas à distance, j'ai pu faire un Master 2. Et donc, je me suis marié en République Dominicaine. Ok. On a eu une petite fille qui est née là-bas. Et ma femme, elle devait faire un Master aussi. Mais là-bas, c'est le système américain. Et c'était très cher. Là-bas, ça parle espagnol, non? Voilà, c'est d'accord. Ça. Ouais. Et donc, c'était très cher. Et je lui ai dit, écoute, après 7 ans, mes amis, ma famille commencent à me manquer. Si tu veux, on peut aller vivre en France. Et là-bas, l'éducation est gratuite. Dans le public, tu peux faire ton master gratuitement. Et on peut... donc, ça lui a parlé. Elle avait déjà étudié le français là où je travaillais, un petit peu. Et donc, on est arrivé en France il y a 10 ans, bientôt 11 ans, avec vraiment pas grand-chose. Donc, on savait pas trop ce qu'on allait faire. Moi, j'ai cherché du boulot dans ma sphère d'activité, le français langue étrangère. Et finalement, j'ai trouvé dans l'éducation nationale un remplacement. C'est vacataire? Vacataire, ouais. Vacataire, ok. C'est ça. Ok. Vacataire, et il n'y avait pas dans la région PACA. C'était à l'ODEV. Ok. Donc, hop, on déménage sur l'ODEV. Et là, j'ai passé 6 mois où je me suis vraiment formé à partir de quasiment rien, tu vois, parce que enseigner le français langue étrangère, c'est enseigner la communication, comprendre, s'exprimer. Et là, et là, j'étais au lycée. C'était au lycée? J'étais au lycée. D'accord. Ouais. Okay. Donc, c'était vraiment la littérature, Oui, là, tu apprends vraiment les textes, etc. Ouais. Tu prépares pour le bac. C'est ça. Je préparais 2 classes pour le bac, j'avais 2 secondes, 2 premières. Mais au rectorat de Montpellier, ils m'ont dit, parce qu'en arrivant en France,
j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit, je vais quand même remettre à jour mon statut de travailleur handicapé. Tu vois, comme quoi toutes les choses se croisent et se recroisent. Et ce qui était, quand j'étais petit, je croyais que c'était une malédiction, ce handicap. Et il y avait une personne croyante de mon entourage qui m'avait dit, tu vas voir que Dieu va faire que cette malédiction un jour deviendra une bénédiction pour toi. Et là, je l'ai vu parce que au rectorat de Montpellier, ils m'ont dit, vous avez le Master 2, vous avez le statut de travailleur handicapé, vous avez les deux choses qui vous permettent de devenir prof sans passer le concours. De devenir prof sur dossier, parce qu'en fait, ils ont des quotas de travailleurs handicapés à respecter dans l'éducation nationale. Et donc, ça permet de rentrer sur dossier, puis un entretien avec les inspecteurs d'académie. Et moi, je venais de faire les 6 mois de formation, en fait, en tant que vacataire. J'étais assez rodé quand j'ai passé l'entretien, et ce que j'aurais pas été 6 mois avant, tu vois. Là, tout s'est bien combiné pour que ils m'acceptent, ils me valident en fait mon dossier. Puis après, j'ai fait 1 an de stage. J'étais au collège Frédéric Mistral de Lunel pendant 1 an. Et donc après, je pouvais demander mon poste. Donc là, je vais répondre à ta question. Désolé. Non. On a le temps, t'inquiète pas. Ouais. Et en fait, le statut de travailleur handicapé faisait que j'avais énormément de points. J'avais un bonus en fait. Parce que c'est un système de points, je crois. C'est un système de points, c'est ça. Et en général, quand tu es stagiaire, tu as trop peu de points pour rester dans ton académie. Sauf que moi, ils m'ont mis un plus 2000 points. Et du coup, je pouvais quasiment aller où je voulais dans l'académie. Et tout de suite, j'ai atterri à cet établissement qui s'appelait l'Internat d'Excellence de Montpellier, qui a été fondé en 2010 et qui se trouve entre les Beaux-Arts et Boutonnet. D'accord. À Montpellier, donc centre-ville de Montpellier. Et c'est là où je continue à travailler aujourd'hui. Ouais, donc là, ça fait combien de temps que tu y es là ? Ça va faire 10 ans. Bon, c'est bien. Ça va faire 10 ans. Et je crois que tu me disais, c'est collège et lycée, c'est ça ? Collège et lycée. Collège et lycée. Ouais, dans le même... est-ce qu'ils sont séparés ou est-ce qu'ils sont même dans la cour, etc. Ils sont ensemble ? La cour, il y a un espace collégien, un espace lycéen. Et après, quand ils rentrent en classe, c'est le même bâtiment. Même bâtiment. Ouais, c'est ça. D'accord. Et il y a un internat. Il y a un grand internat. Et donc, on accueille beaucoup de sportifs de haut niveau pour tous les clubs de Montpellier, handball, volleyball, foot, athlétisme, ping-pong. On avait les frères Lebrun, par exemple, qui se sont illustrés au JO, là. Ça a été nos élèves maintenant, ça s'appelle Françoise Combe. D'accord. C'est ça qui est pas mal, c'est qu'ils ont décidé de donner un nom d'une femme scientifique française qui est encore vivante. C'est une physicienne qui travaille sur les planètes et sur le cosmos hyper lointain, tu vois. Sur les trous noirs et tout ça. Astrophysicienne. D'accord, ok. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça, c'est cool. Voilà. Et moi, j'aimerais bien revenir un petit peu sur, sur l'école. Oui. Et accentuer sur... est-ce que pour toi, l'école a changé ? Ouais. Ou est-ce que c'est toujours la même chose ? Parce que j'ai travaillé, comme je t'ai expliqué, j'avais travaillé en lycée. Ouais. Et j'ai l'impression, déjà, on va dire rien que la jeunesse a changé. Bien sûr. Et souvent, des fois, on fait un peu les anciens. Et c'est vrai qu'on est un peu critique par rapport à la jeunesse. Mais bon, est-ce que tu vois des changements ? Et d'après toi, pourquoi il y a eu ces changements ? Est-ce que ça vient de l'éducation des parents ? Parce qu'on critique aussi beaucoup l'éducation des parents. C'est vrai. Est-ce que c'est vraiment réel ou est-ce que c'est juste comme ça qu'on dit ça ? C'est vrai qu'il y a une éducation globalement qui est devenue beaucoup plus... c'est bien dans le sens où les parents sont plus à l'écoute, il y a une relation d'égalité avec les enfants qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants où ça va déraper et ils vont se croire tout permis, répondre aux adultes, plus avoir le respect de l'adulte. Pour moi, c'est du 50-50. Il y a des enfants qui vont être beaucoup plus en confiance avec eux-mêmes, donc qui vont pouvoir s'affirmer, qui vont pouvoir du coup éviter peut-être de tomber dans des problèmes, tu vois, de pédophilie, de violence contre les enfants. Je me rappelle que moi, j'avais un prof d'histoire géo, juste parce que je parlais, pendant son cours, il était arrivé, il m'avait pincé l'épaule, tu vois, sur l'omoplate, il m'avait attrapé, il m'avait fait un bleu, quoi, tu vois, juste pour me dire, écoute-moi, ta gueule, en gros, tu vois. D'accord. Et ça, je l'avais dit à personne, c'était normal. Un prof qui fait ça aujourd'hui,
tout de suite, ça va aller très loin. Et il y a un droit de l'enfant qui est plus le même, mais du coup, ce droit de l'enfant, il y a énormément de contenu, tu vois, à la fois ironique des fois, à la fois sérieux, des psychologues qui vont réfléchir à cette nouvelle place qu'on donne à l'enfant, la perte d'autorité de l'adulte. C'est très compliqué. C'est sûr que l'évolution de l'éducation, elle joue dans le fait que les enfants respectent plus les adultes, qu'il y a tout un système un peu à l'ancienne où il y avait l'autorité du prof qui descendait vers les élèves qui est plus la même. Et en même temps, je sais que moi j'ai des relations avec des élèves d'égalité que j'aurais bien aimé avoir avec mes profs et que j'ai jamais eu. Tu vois, donc il y a des élèves qui restent des fois à la fin du cours pour parler avec moi, qui me confient leurs soucis familiaux, leurs soucis psychologiques. Et moi j'aime bien ce côté prof, pote et psy, tu vois. J'ai une élève par exemple qui me dit je parle trop, vous n'êtes pas mon psy, vous êtes mon prof, mais la frontière est devenue un peu floue parce que j'ai cette personnalité, parce que j'ai ce vécu qui fait que je vais être dans l'écoute et laisser du temps aux élèves pour pouvoir échanger avec moi. Tu sais, moi je pense qu'il y a beaucoup de professeurs qui n'ont rien à faire dans l'éducation nationale. Ouais. En fait, il y a des gens qui aiment ce poste de professeur. Ouais. Je ne sais pas si c'est pour les vacances ou si c'est pour tout ce pseudo-confort qu'il peut y avoir. Je pense qu'il faut être vraiment fait pour ce travail-là. Ouais. Tu vois. Et je pense que je vais prendre mon exemple. Je sais que j'ai certains profs qui m'ont donné envie d'apprendre dans certaines matières. Contrairement à d'autres profs qui m'ont dégoûté, tu vois, de certaines matières. Et oui. Tu vois. Et je pense que, comme tu disais tout à l'heure, quand on aime quelque chose, on va s'y intéresser. Ouais. Et donc, on va apprendre plus facilement. Tu vois. Et j'ai pas l'impression que le système scolaire français soit dans ce cas-là, tu vois. Et après, je sais pas, peut-être tu vas me confirmer, mais j'ai l'impression que les plages horaires, elles sont de plus en plus longues. Exactement. Et pour connaître quelques pays étrangers, où j'ai de la famille, et ils finissent tôt l'école. Et donc, ça leur permet d'avoir une activité en dehors. Souvent, c'est du sport. Tu vois, en France, ils ont quoi, 1 heure, 2 heures de sport. Donc, je pense que c'est pas assez. Et ça, je l'avais pas capté comme donnée, tu vois. En fait, le temps de... Avant, on parlait, il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, on parlait d'un temps d'attention d'1 minute. Mais ça fait halluciner de penser que peut-être aujourd'hui, c'est 8 secondes, tu vois. Donc, c'est sûr que si les élèves, ils ont l'habitude de swiper sur les écrans toutes les 8 secondes, comment toi, tu vas leur mettre 8 heures de présence assis sur une chaise en bois inconfortable, à une table en bois inconfortable, avec l'obligation de tenir le stylo, le papier et d'écrire. Et puis quand ils savent que quand ils vont terminer, ils vont encore avoir 1 heure de devoirs faits, on va leur imposer de faire les devoirs, d'apprendre les leçons. Encore plus dans mon établissement, puisque c'est un internat, donc ils rentrent même pas chez eux, les élèves. Ils sont vraiment à l'école tout le temps. C'est très compliqué. Il y a des pays comme l'Allemagne. On a reçu des gens de République tchèque aussi. Il y a la Suède, l'Angleterre. Voilà. Tu vois, c'est des pays où ils finissent quand même tôt l'école, vers 15h30. C'est ça. Bon, voire 14h. Ils finissent peut-être plus tôt dans certains pays. Mais ils ont quand même... Et puis je pense pas que ce soit des moins bons étudiants qu'ici. Non, tout à fait. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre. Et quand je vois aussi, c'est pareil. Quand je vois les sacs à dos des jeunes aujourd'hui, voilà, au niveau santé... Tu vois, tout à l'heure, tu me parlais du dos, etc. Oui. Je serais curieux, moi, de savoir s'ils n'ont pas fait des études pour savoir s'il n'y a pas des colonnes vertébrales un petit peu déviées à cause de ça. Ouais, parce que je pense que oui. Quand je vois des enfants, tu sais, ils sont encore en pleine croissance avec des gros sacs, des gros livres. Voilà. Alors il y en a toujours qui vont nous dire oui, vous avez la chance, en France, vous étudiez gratuitement. Ça, on est d'accord. Mais c'est pas pour autant, je pense que... Parce que on dit que les plages horaires ont augmenté, mais à la maison, ils ont encore des devoirs. Et oui. Alors, ça dépend des écoles, ça dépend des collèges. De plus en plus, on essaye de faire les devoirs à la maison, les devoirs en classe. Tu vois, voilà. Par exemple, il y a un truc qui va changer la donne par rapport à ça. En tout cas, qui a déjà changé ma façon d'enseigner, c'est ChatGPT. Depuis 2 ans, je donne plus de travail à la maison qui soit un travail de création. Ça, c'est réel, ça, ou c'est un mythe? Parce que j'en entends parler un petit peu partout. C'est réel. Mais, c'est réel, carrément. Frérot. Ah ouais.
L'année dernière, je travaillais à la Colombière. D'accord. Colombière... ici, au CHU de Montpellier. À l'hôpital. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai vu que ChatGPT devient un outil qui est totalement... Il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer. Qui vont... et du coup, l'intelligence artificielle remplace vraiment complètement l'intelligence humaine. Et donc, avant même que mes élèves aient l'idée d'aller sur ChatGPT, je leur ai dit, ça existe. Donc nous, on va faire toutes les rédactions en classe. Tant pis si on passe moins de temps à étudier les textes. Vous allez écrire, et donc tu sais, cette année, j'étais 3e et des secondes, mais l'année d'avant, j'avais 4e et première. Et ben on prend 1h30, on prend 2 heures, 3 heures, si nécessaire, pour que l'élève écrive à son rythme sa rédaction en classe, ou sa dissertation, ou son commentaire de texte. Et comme ils sont devant moi, le téléphone est interdit, je sais que ce qu'ils vont produire, c'est uniquement eux qui l'ont produit. D'accord, moi je pensais vraiment, tu vois, que c'était... Bon, que les gens abusaient un petit peu, tu vois, en me parlant de ChatGPT par rapport à l'école, je parle. Oui. Ouais, parce que tu me diras, c'est assez simple, il pose une question et la rédaction, elle se fait en quelques secondes. En 30 secondes, ouais, c'est ça, en 10 secondes. Mais une petite question, est-ce que toi, en tant que prof, si moi je suis un élève, je viens, je fais un truc sur ChatGPT, t'es capable de capter ou pas? Alors, justement, par rapport à ce dont je te parlais, c'est très compliqué parce que jusqu'à ChatGPT, ce que je faisais, les élèves, il y en avait toujours 2 ou 3 qui essayaient de prendre sur Google des choses toutes prêtes, tu vois. Ouais, genre sur Wikipédia, voilà. ou des trucs comme ça, ouais. Et c'était très formel. C'est ça. Je le voyais, donc je prenais une phrase, je la rentrais sur Google et tout de suite, j'avais le site où ça avait été pris. ChatGPT, c'est un outil qui est fait pour que tous les contenus soient uniques. Je ne sais pas comment il fait, hein. Je ne sais pas comment l'algorithme fait pour que chaque contenu soit unique, mais en tout cas, jusqu'à présent, c'est comme ça. Et c'est impossible de savoir que... voilà. C'est compliqué, hein. Tu vois bien que c'est pas le style de l'élève, tu vois bien que c'est un style... Oui, parce que des fois, c'est un peu trop recherché. Voilà. Mais tu peux pas le prouver. Donc, tu peux rien faire. Et est-ce que tu es contre l'IA, toi, ou pas? Je suis pas contre, mais ça me fait peur. Franchement, ça me fait peur. Parce que j'écoutais un podcast là, hier, justement, où ils étaient en train de dire que l'humanité est en train de créer une intelligence bien plus performante que la sienne, puisque c'est la compilation de toutes les intelligences. Tout le passé et le présent est absorbé par cette intelligence. Au-delà des dégâts écologiques, puisque ça consomme énormément d'eau pour refroidir ces machines, tous les minerais qui sont extraits dans des conditions inhumaines pour créer ces machines, au-delà de toutes ces considérations, il y a le fait que on est en train de créer quelque chose qu'on ne pourra pas forcément maîtriser. Ou alors, ceux qui le maîtriseront, ça deviendra un outil de contrôle encore plus puissant. Parce qu'avant, on n'avait pas trop peur de ça parce qu'on le considérait comme un assistant. Exactement. Et aujourd'hui, c'est vrai que... C'est nous qui sommes les assistants de l'IA. C'est ça. Quand tu envoies un message, quand tu crées la vidéo qu'on est en train de créer en ce moment, elle va devenir une aide pour l'IA. Exactement, oui. Elle va l'absorber, elle va remanier nos mots, s'il en a besoin. C'est de la data. Voilà, c'est de la data. Et je suis pas contre parce que j'ai aussi cette vision de l'humanité qui... Tu vois, tu disais tout à l'heure qu'on était comme des anciens. On avait cette position de critiquer la jeunesse et de dire c'était mieux à notre époque. Et en fait, j'aime pas trop être dans cette position parce que je me dis que les jeunes, ils ont aussi des trucs à nous apprendre. Et nous, quand on a vécu nos trucs de jeunes, il y avait déjà des anciens qui étaient en désaccord avec nous. Et finalement, c'est le temps qui passe. Tu vois, là, je regardais aussi Oxmo Puccino, il est en train de sortir un projet. Et je regardais son entretien avec Mehdi Maizi, où il lui disait que le temps, c'était un peu ce qui revenait tout le temps dans l'œuvre d'Oxmo. Et j'aime bien ce côté très philosophique qu'il a de dire on constate les choses, on essaye de garder une position neutre. Donc par rapport à l'IA, c'est ce que je vais essayer de faire, tu vois, de pas trop le condamner, de pas non plus être dans la louange, dans l'adoration de l'IA, tu vois. Moi, je me dis que dans toute innovation,
il y a des trucs positifs et des trucs négatifs à prendre. Et ouais, bien sûr. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, je m'en sers. Ouais. Ça m'aide dans pas mal de choses. Ouais. Moi aussi. Mais c'est vrai que des fois, ça te permet... Enfin, on est devenu une société d'assistés, je trouve. Ouais. Tu vois, où en fait, on va plus trop chercher à réfléchir. Parce qu'on a tout est autour de nous. Ouais. Le faire à notre place. Ouais. Aujourd'hui, comme on dit, regarde, avant l'IA, Google. Tu tapes, tu as ta réponse. Oui. Là, aujourd'hui, il y a même des intelligences artificielles qu'on ne connaît pas encore, nous, au grand public. Carrément. Tu peux créer... tu peux refaire le visage de quelqu'un, tu peux faire parler quelqu'un avec la voix. Et ça fait peur. On est là, tous les matins, on se réveille, on a la vie. On va essayer de faire le bien, et puis... Ouais, moi, j'essaie d'avoir cette philosophie-là. Moi, je te mens pas, je me pose pas trop de questions. Parce que je me dis, des fois, quand on se pose trop de questions sur se dire, oui, voilà, ça va devenir ça ou ça, bah, tu deviens dépressif, je pense. Hein, parce que tu vas commencer à te dire, ouais, mais ça va nous remplacer, ouais, mais il n'y aura plus de travail. Puis à chaque fois, il y a eu des problèmes et on a su les surmonter, je pense. Ouais, tout à fait. Là, moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le handicap. Ouais. Parce que je pense qu'en France, après, ça reste mon point de vue, mais je pense que les handicapés ne sont pas considérés. Je parle de l'État. Oui. Je ne parle pas forcément des gens en général. Ouais. Je trouve que, tu vois, pour connaître des personnes, tu vois, il y a des aides, que ce soit de la CAF ou d'autres organismes. Ouais. Je trouve que c'est trop peu par rapport à des personnes qui en ont vraiment besoin. Ouais. Je comprends pas, par exemple, que tu puisses déclarer l'AAH, c'est une aide, qu'elle soit déclarée sur tes impôts. Oui. C'est un truc que je comprends pas. Pour moi, c'est la double peine. Oui. Tu vois. Alors, oui, on doit considérer les handicapés comme des personnes normales, mais je pense que, tu vois, il faut les aider. Mais je pense que c'est pas les aider, tu vois, c'est un petit détail que je t'ai sorti. Ouais. Mais voilà, moi je trouve que l'État ne considère pas assez les personnes handicapées. Et il y a une différence, après ça c'est moi qui vois ça comme ça de l'extérieur, tu me diras ce que tu en penses. Il y a le handicap physique qui se voit, et il y a le handicap que certaines personnes peuvent avoir, mais qui ne se voit pas. Bien sûr. Et des fois je pense que ça peut toucher vraiment le psychologique de la personne, parce que, tu vois, imaginons si j'avais un souci, et que à chaque fois que je vois quelqu'un, je suis obligé de lui expliquer ce que j'ai et qu'on ne voit pas et qu'on ne le prend pas en compte, je pense que ça fait un peu gamberger et que psychologiquement ça peut faire des problèmes. Ouais, tout à fait. Donc qu'est-ce que tu penses toi déjà de la considération générale, que ce soit l'État ou les gens, des personnes handicapées en France? Bon, je pense que par rapport à d'autres pays, personnellement, comme je l'ai vécu, ça a évolué dans le positif, puisque à mon époque, quand j'étais minot, il y avait très peu de profs handicapés, tu vois. Et moi, j'ai pu accéder l'État m'a facilité mon insertion grâce au handicap, parce qu'il y avait ces quotas. Et ça, je trouve que c'est assez positif en tant que prof aussi, voir qu'il y a l'existence des AESH, même s'il n'y en a pas assez du tout. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Si tu peux expliquer pour les gens qui ne connaissent pas les AESH. Alors, il me semble que c'est assistant à l'éducation et au suivi des handicapés. Tu vois. C'est des personnes qui aident des personnes en situation de handicap pour l'école, etc. C'est ça, qui sont assises avec les élèves en classe, qui leur réexpliquent les consignes, qui différencient un peu de l'enseignement du prof qui va aller à une certaine vitesse, qui vont pouvoir aller au rythme de l'élève, qui vont pouvoir l'aider aussi pour les examens. Pour le brevet. On est d'accord que c'est pour faciliter l'inclusion. Exactement. C'est pour qu'il n'y ait pas une différence entre les personnes handicapées qui puissent être scolarisées dans les mêmes établissements que les personnes valides. C'est ça, ouais. Donc il y a ça qui existe. C'est bien que ça existe, mais comme tu le dis, il n'y a pas du tout assez de moyens, puisqu'il en faudrait beaucoup plus, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'heures payées. C'est un statut qui n'est pas très reconnu d'ailleurs, qui n'est pas bien payé, alors qu'on est quand même sur des profils qui sont à mi-chemin entre le psychologique, le soignant, le personnel soignant et l'enseignement, tu vois. Donc c'est multicasquette, multitâche. Et puis, excuse-moi, je te coupe, vas-y, je t'en prie. Parce que là, il y a un truc qui me vient en tête. Quand tu me dis ça, je pense que les gens peut-être se rendent pas compte que ces personnes-là sont essentielles pour les parents de ces enfants handicapés. Ouais. Parce que quand tu as un enfant qui est handicapé, ça peut être atteint d'autisme ou handicapé physique, de l'extérieur, je connais quelques personnes,
j'ai pas l'impression qu'il soit... Enfin, il y a des aides, hein, bien sûr, par rapport à d'autres pays, on est quand même chanceux. On va pas cracher dans la soupe. Ouais. Mais je trouve quand même qu'il y a... Ça manque un petit peu de soutien, je trouve. Ouais. Et de structure. Et oui. Tu vois, pour un pays comme la France, qui est aussi développé, je me dis, les parents, c'est très compliqué pour eux d'avoir un enfant handicapé. Ouais. Je sais pas si tu peux me confirmer ou est-ce que je me trompe, peut-être c'est juste moi qui le vois comme ça. Non, je pense que tu as raison. Je pense qu'il y a le côté très négatif de la France, c'est ce côté administratif hyper lourd. On va te demander toujours beaucoup de démarches. C'est à toi de faire, d'aller à la MDPH, de faire des dossiers, et puis ça peut prendre des fois 1 an, 2 ans. J'ai des parents d'élèves qui sont, justement, par rapport à ce que tu disais, des handicaps qui ne se voient pas forcément, qui vont devoir batailler, qui vont des fois durer 2-3 ans avant d'avoir une reconnaissance. Et ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être, à partir du moment où un médecin pose un diagnostic, il faudrait que tout le système soit là pour envelopper, pour venir prévenir en fait, et te dire, comme on a relevé ça, on va mettre en place ça, ça, ça et ça. Vous n'avez même pas besoin de le solliciter. Parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas les moyens de solliciter. Et du coup, ils vont galérer, et ils vont être aussi invisibles dans le système. C'est pour ça que j'en parle, parce que tu vois, par rapport à l'émission, les handicapés, c'est des personnes entre guillemets invisibles. Et oui. Ouais. Parce que quand je parle, moi, pour l'émission Les Invisibles, c'est aussi toutes les personnes qui ne sont pas forcément considérées. Et je pense que les handicapés en France... Voilà. Vous ne garez pas sur les places handicapées. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Donc, je voulais parler de ça, vraiment, parce que par rapport à mon travail et tout, je vois quand même des gens circuler, etc. Oui. Puis je vois même qu'aujourd'hui, les gens s'en foutent un petit peu. Et puis le côté réseau social, le côté influenceur, tu vois, les nouveaux modèles de la jeunesse, c'est les influenceurs. C'est des gens qui vont être dans la normalisation complète. Donc il y a un côté vicieux qu'on ne voit pas forcément de l'image, puisqu'un handicapé, c'est quelqu'un qui ne va pas rentrer, qui va être à côté de cette image que les réseaux, qu'on va envoyer de la normalisation, qui est beaucoup plus forte qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, tu avais la pub qui projetait des stéréotypes de l'homme, de la femme, etc. L'homme musclé, la femme sexy, la beauté et tout ça. Mais aujourd'hui, ça s'est multiplié. Et puis, je sais pas, je suis peut-être pas très clair dans mes propos, mais je pense que, par exemple, tu vois, je vois des élèves, les filles surtout, depuis 2-3 ans, elles ont pris des filtres. Avant, c'était des filtres qu'elles mettaient sur leurs selfies. Elles ont trouvé des maquillages très à outrage, tu vois, très à outrance, qui vont faire que leur visage va ressembler à des filtres. Des filles qui sont au collège. Et en fait, c'est là où je me dis que la frontière entre le virtuel et le réel devient inexistante. Et du coup, bien sûr que les handicapés qui ont, par exemple, imagine quelqu'un qui a une paralysie de la moitié du visage, il va avoir un visage totalement asymétrique, il pourra se maquiller autant qu'il voudra, il rentrera jamais dans la norme. Et donc, il va être mis de côté, il va être moqué, il va y avoir... c'est là où le harcèlement va pouvoir commencer. Moi, je pense que, tu sais, le problème, il vient d'où ? Je pense que le problème, il vient, c'est comme tout, c'est un peu comme le racisme. Ouais. Je pense que le problème, il vient du moment où tu ressens pas aux autres. Ouais. Je pense que du moment où tu ressens pas à quelqu'un, oui. Enfin, tu vois, c'est la peur, comme on dit, la peur de l'étranger. Là, on parle pas d'un lieu. On parle de l'étranger, d'étrange. Oui, exactement. Tu vois ? Oui. Et je pense que ça, c'est ancré en l'être humain. Ouais. Et je pense que quand les personnes, en fait... l'esprit de groupe aussi. L'esprit de groupe. Une question que je voulais te poser, mais... Ouais. C'est vrai que des fois, moi, j'ai souvent eu ce truc de... Quand je suis face à une personne qui est handicapée, dans le bus, dans le tram, dehors, je dis une bêtise, hein, demain, moi, ça me touche. Oui. Tu vois ? Je sais pas comment t'expliquer, je suis sensible à ça. Ok. Comme beaucoup, je pense, mais je suis vraiment sensible à ça. Et donc, des fois, je vais peut-être en faire trop, tu vois. Oui. Et des fois, c'est mal interprété. Donc, des fois, il y a des personnes en situation de handicap qui ne l'acceptent pas, ça. Oui. Et c'est vrai que, donc, des fois, on ne sait pas trop comment se comporter face à une personne en situation de handicap. C'est vrai. Tu vois ? Parce qu'il y a des personnes qui veulent être comme tout le monde, d'autres non. C'est un petit peu, des fois, difficile à
à jongler, tu vois. Ben, c'est une très bonne réflexion, et c'est une belle réflexion que tu as, qui prouve ta sensibilité. Parce que moi, en le vivant de l'intérieur, je peux t'assurer que c'est vraiment pas facile. Le curseur, il va tout le temps d'un côté à l'autre. Vouloir être comme les autres et vouloir être reconnu comme différent. Vouloir faire, par exemple, moi, je peux pas porter de charge trop lourde, mais des fois, je me dis, mais putain, non, j'y vais. Je vais porter les sacs des courses. Mon fils, il devient de plus en plus balèze. Je vais encore le porter une dernière fois, tu vois. Parce que j'ai pas envie d'être différent. J'ai envie d'être comme les autres. Et en même temps, je sais qu'après, derrière, je le paye. Parce que je vais avoir une tendinite, une douleur. Et en fait, j'ai mis du temps à accepter. Et je pense que la personne handicapée, elle est tout le temps... C'est pas facile. Elle va toujours être entre ces deux côtés. Entre vouloir qu'on reconnaisse son handicap, le fait qu'elle a besoin d'égards qui sont plus importants que quelqu'un de normal ou de non handicapé. Et en même temps, vouloir être considéré comme quelqu'un de pas handicapé pour aller au-delà de sa condition d'handicapé, sa condition d'être humain, finalement, où on efface le handicap. C'est très très compliqué. Ouais, c'est pour ça que je te dis que des fois, moi, je suis gêné un petit peu, tu vois. Je te comprends. D'en faire un petit peu trop. Ouais, je te comprends. Il y a un truc qu'on n'a pas encore parlé, en fait, depuis tout à l'heure. Ouais. Déjà, nous, on s'est rencontrés par rapport à la musique. Oui. Voilà, comme moi, je suis artiste et c'est pour ça que je fais cette émission. Bien sûr. Voilà, en tant qu'artiste engagé, je me sentais obligé de faire quelque chose qui va en accord avec tout ce que je dis, tout ce que j'essaie de faire. Oui. Et nous, on s'est rencontrés à la radio. Ouais. Tu étais animateur, là, on a inversé les choses. C'est ça, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et le rap dans tout ça, comment tu y es arrivé? Alors, maintenant qu'on en parlait un petit peu de tout ce qui est lettres, je me dis, c'est lié. C'est lié. Parce qu'on fait partie d'une génération de rap qui était vraiment dans le texte, quoi. C'est ça. Voilà, je pense qu'il y en a encore aujourd'hui. Oui. Je pourrais t'en citer des artistes vraiment qui sont très très forts en écriture. Mais je veux dire, à notre époque, pas pour faire les anciens encore, mais vraiment, je pense que c'était vraiment axé sur l'écriture. Voilà. Et donc, comment t'en es venu au rap, en fait? En fait, moi, quand j'étais en 3e, j'ai commencé à entendre à la radio Alliance Ethnique. Et Fab aussi, ça fait partie de mon passé. D'accord. Qui passait à la radio. Et c'est vraiment ces deux artistes qui ont été déclencheurs. Tu nous as vieilli, là. Ouais. C'était 95. Et du coup, j'ai commencé tout de suite à écrire des textes. Après, je suis parti en colo l'été. Et là, il y avait des un peu plus grands que moi qui écoutaient Assassin. Ouais. Et c'était l'homicide volontaire. D'ailleurs, il va fêter ses 30 ans, cet album. Et en fait, cet album, il m'a formaté l'esprit. Parce que c'est un album de géopolitique et de sociologie et de philosophie, en fait, qui va vraiment... Là, dans cet album, il te propose une vision du monde qui m'a beaucoup marqué. Tu vois. Le rap était très, très revendicateur à l'époque, déjà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, en fait, pendant 1 an à peu près, j'étais vraiment... je consommais beaucoup de rap, j'essayais d'en faire aussi. Avec le graffiti, tu vois. Le côté rap, ça a été vraiment... oui, parce que comparé à aujourd'hui, à l'époque, c'était vraiment une culture. Oui. C'était le hip-hop. Voilà. Ouais. On se disait pas... C'était une culture. Il y avait c'est ça. Il y avait les breakers, il y avait les graffeurs, c'était dans la même... Tout le monde était ensemble, en fait. Exactement. Quand il y avait les battles, il y avait les rappeurs, il y avait les graffeurs. Les DJ. Il y avait les DJ. Les beatboxers aussi. Exactement. Et c'était tout un... Comparé à maintenant, ça a changé. Ouais. À l'époque, c'était vraiment la culture hip-hop. C'est ça. Voilà. Ouais. Que certains continuent à remettre en avant. Ouais. Comme Demi-Portion, par exemple. Bien sûr. Quand il invite Dynasty au Demi-Festival. Tu vois, mais ouais, donc moi, j'étais là-dedans. Et je dirais qu'encore plus que le rap, c'est le graffiti qui m'a permis à 20 ans de m'assumer en tant que... Tu vois, mon blaze de graffeur, c'était Capé. Et j'ai pas trop réfléchi pourquoi, mais en fait, c'est la fin de handicapé, tu vois. D'accord. J'écrivais Capé, donc je peux le faire en 2 lettres, juste un K, un P, ou alors K-A-P-E, accent aigu, Capé. Déjà, une petite parenthèse. Ouais. Quelle est la différence entre le tag et le graphe? Jamais su. Ok, alors le tag, c'est juste un trait. C'est une signature c'est un trait de bombe, tu vois. C'est plus assimilé au vandalisme. Voilà, c'est ça. On est d'accord. C'est les gens qui mettaient leur blaze et qui, en gros, marquaient leur territoire en mettant leur blaze. C'est plus ça. C'est ça. Le graffiti, c'est plus artistique, c'est des fresques, on va dire. C'est ça. Voilà, c'est ça.
Le graffiti, ça peut être aussi ton nom, mais que tu vas écrire en plus grand et en plus beau. Et le fait, tu me donnes une bonne transition, le fait de pouvoir écrire partout mon nom en plus grand et en plus beau que ce que j'étais, ça m'a beaucoup aidé mentalement à gagner de la confiance en moi. En fait, le hip-hop, ça m'a permis de gagner de la confiance en moi, exister dans la société, dans l'espace public, grâce au graffiti, sans qu'on sache qui j'étais. Il y avait ce côté illégal aussi, tu vois, ce côté de l'adrénaline. D'ailleurs, un des premiers graphes que j'avais écrit ça me fait penser, tu vois, t'as sorti le mot adrénaline, ça fait penser au morceau. Ah ben oui. Et ouais, c'est ça. Sortir la nuit, adrénaline, couleur. Tu vois, j'avais écrit ça il y a longtemps maintenant. Et en fait, le rap, ça a toujours été là, mais je me suis jamais vraiment lancé, dire je vais dédier énormément de temps à la pratique, à ça, tu vois. J'ai toujours été un peu touche à tout de beaucoup de choses. Et en fait, j'en ai fait à 20 ans. On avait fait un duo avec un collègue, on avait fait 7-8 titres. Ensuite, je suis passé au reggae. J'ai fait pas mal de reggae, pas mal de musique latino aussi. Toujours en ayant un petit côté rap de temps en temps. En République dominicaine, j'ai pu faire de la musique dans, on va dire, musique du monde, tu vois, avec les musiques de là-bas. Toujours mélangé avec un peu de reggae, un peu de rap aussi. Et puis en 2018... je découvre un rappeur de Paris, donc quand j'étais déjà prof à Montpellier. Première chose, j'ai créé un atelier de slam et graffiti, qui ensuite est devenu rap et graffiti, avec mes élèves pour le soir. Tu vois, comme ça, un internat, on propose des activités culturelles le soir. Et la direction nous a dit, qu'est-ce que vous avez envie de proposer ? Et moi, j'ai proposé ça. C'est un atelier d'écriture. Hein. Voilà, un atelier d'écriture. Et de graffiti. Et de graffiti. Mais c'était écriture plutôt vers le rap ou c'était écriture tout court ? Non, c'était plutôt vers le rap. Vers le rap, d'accord. Au début, il y avait une prof de musique qui aimait pas trop le rap, donc j'avais dit slam. Tu vois, le slam. Ouais, mais de toute façon, on a tous fait ça. Hein. Voilà. On est tous passés par le slam pour essayer de glisser le rap. Ouais. Exact. Donc c'est ce qui s'est produit. Et puis, un an après, je découvre un prof qui s'appelle Great Teacher Isaba. Dans le 93, c'est un rappeur de Ex-Époque Organisation, donc c'est un collectif de Paris qui était rappeur avant de devenir prof de maths. Et lui, il a fait des leçons de maths en rap. D'ailleurs, dans une de ses leçons, il a invité Kerry James. Ok. Ils avaient fait une grande fresque de Mohamed Ali à côté du collège et tout. Et je me suis dit, mais c'est trop bien. De pouvoir mélanger l'enseignement et le rap, et j'ai envie de faire ça. Et donc en fait, d'une façon très spontanée, moi j'ai toujours été très spontané. Tu vois, ça a les défauts de ses avantages. Le défaut, c'est que je suis allé pas préparé du tout. Tu vois, je suis rentré dedans, j'ai écrit mon premier texte, je l'ai enregistré avec la prof de musique. Il y avait pas de qualité, si tu veux, au niveau du son et tout ça. Mais j'étais dans le feu de l'action. J'ai créé le concept de orthorap, donc essayer de réduire les fautes d'orthographe des élèves dans un rap. C'était les terminaisons verbales et le son « et ». Puisque nous, dans le Sud, que ça soit AI ou ET, on dit « et » en fait, tu vois. Ouais. Que ça soit l'imparfait ou le participe passé, que tu dises je mangeais ou j'ai mangé, ben c'est pareil, et, quoi, tu vois. Fait pas le A ou le E. Ouais, voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai fait le son et qui mettait tous ces sons-là. Je comprends mieux maintenant pourquoi je me trompais tout le temps avec les accents. Là. Voilà. Hein voilà. C'est ça. C'est ça. Et du coup, j'ai fait 4 morceaux d'orthorap avec des clips et j'ai été soutenu par la direction de l'établissement. Ils m'ont payé 2 clips professionnels et après, ils m'ont aussi payé le mix master par Orfeo du studio Vox, d'accord, qu'on salue, qui fait un gros taf sur Montpellier. Et voilà, donc j'ai pu publier un projet sur les plateformes. Ce qui était vraiment cool aussi, c'est que j'ai un élève de lycée qui m'a dit « Vous apprenez au minot l'orthographe, mais à nous, vous nous apprenez les figures de style pour le bac. Pourquoi vous ne feriez pas une chanson sur les figures de style ?» En fait, il m'a commandé une chanson et j'ai fait cette chanson qui s'appelle « Perds pas ta figure », où il y a 18 figures de style dans une chanson, où je donne un exemple de la figure de style.
comment elle s'appelle et à quoi elle sert et comment elle est construite. Bah, tu vois, moi, je suis issu des ateliers création positive à 7. Et tu sais. Bien sûr. Et pour en revenir à ce que tu disais, je sais que moi, par exemple, tout ce que j'ai pu apprendre en français, je l'ai beaucoup appris dedans. C'est pour ça que je disais, quand on aime quelque chose, on va apprendre. Tu vois, nous, on avait... Rachid, il en a parlé plein de fois dans plein d'interviews. Hein. Mais on avait des dictionnaires. C'était un peu comme à l'école, tu vois. Et tout ça pour en revenir à remettre là... J'aimerais bien remettre, c'est une petite parenthèse, mais remettre un petit peu le rap à sa place. C'est-à-dire que, tu vois... Moi, ça m'a... Honnêtement, hein, tu vois, bon, toi, t'es prof de français, donc peut-être tu vas me dire le contraire, mais moi, Victor Hugo, tout ça, je le connais pas. Tu vois, c'est des anciens, donc on a appris leurs textes et ça me parle pas. Par contre, tu vois, étudier des textes de rap, je parle de certains textes, je trouve que ça serait peut-être plus judicieux et ça parlerait peut-être plus à certains jeunes. Pour apprendre des métaphores, des lithodes, tu vois, plein de figures de style. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on les a appris. Pour rebondir sur ce que tu dis, bien sûr. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi, dès le début, dès que je suis rentré dans l'éducation nationale, j'avais cette petite part de hip-hop. Par exemple, quand j'étais à l'UNEL, on étudiait les correspondances, les écrivains qui écrivent par lettres. Et du coup, on étudiait la lettre de Shuriken, où c'est un grand-père qui écrit à son petit-fils avant de mourir. Tu vois et donc, j'ai toujours essayé de mettre du rap, que ce soit Oxmo Puccino, IAM, Assassin même, tu vois, dans mes programmes. Et en fait, les élèves, surtout les élèves, ils le reconnaissent. Ils me disent, monsieur, on peut pas faire du Joule. Ou alors, ils me disent, on peut pas faire du PNL et tout ça. À l'époque, moi, si tu veux, je suis arrivé déjà avec une posture un peu d'ancien dedans. Mais les élèves m'ont ramené vers toute cette nouvelle génération de rappeurs. Moi, j'ai découvert Jul avec le cross-volley, tu vois. Il y a des paroles assez trash. Tu vois, enlève pas tes habits, je vais te violer. Donc, bon, c'était un peu... J'avais du mal à me dire, je vais adhérer à ça. Mais finalement, après, m'être penché sur beaucoup de choses, avoir parlé avec des gens qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont montré... Tu vois, j'ai énormément de respect maintenant pour ce qu'il est en tant qu'être humain, en tant qu'artiste. Pour ce qu'il a accompli avec Très Organisé, mettre tous ces rappeurs de toutes les générations de Marseille et de Paris ensemble sur un projet, donner la même part à tout le monde, c'est génial. Il incarne quelque chose de très fort et ça m'amène à pas avoir un côté très manichéen sur le rap, tu vois. Tu peux avoir des paroles choc qui vont me choquer, mais en même temps, tu peux avoir une démarche très respectable. Et il faut pas condamner. Donc finalement, bon, pour raccrocher au sujet, j'essaye de montrer aux élèves qu'il y a un rap à texte qui existait avant, mais qui existe aussi aujourd'hui. Et il y a plein d'artistes comme Myro, comme H Jeune Crack, ou dans la scène de Montpellier, des jeunes comme Namolem, comme Walid Smith. Moi, je vais te donner des gens, après c'est personnel, mais des gens connus entre guillemets. Tu vois, tu prends un ZKR, tu prends un Niro, c'est des gens qui savent écrire. Bien sûr. Après, des fois, ça peut être un peu chaud, un peu hardcore, mais après, c'est parce que voilà, ça dénonce, il y en a, ils ont une certaine vie. Mais au niveau de l'écriture, tu vois, c'est très très fort au niveau de l'écriture. Tu vois, donc ça veut dire, c'est pour ça que tu vois, j'aime pas dire que le rap d'aujourd'hui est seulement fait sur. Il y a quand même, tu vois. Il y a quand même de l'écriture. Bien sûr. Voilà. Et on ne pourra jamais l'enlever. Je pense que c'est des gens aussi qui ont une certaine... Je pense que ces mecs-là ont écouté les... Tu vois. Contrairement à certains qui font de la musique aujourd'hui et qui ne connaissent pas leur basique. Tu vois, au niveau du rap français. Tu vois. Je pense. Hein. Oui. Ouais, je pense qu'il y a vraiment les deux démarches. Et puis, t'as des gens qui vont vouloir faire juste de la musique et en plus avec les IA, donc qui vont plus du tout qui vont vouloir gagner de l'argent facilement sans rien créer d'eux-mêmes, tu vois, et puis d'autres qui vont s'y opposer. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, c'est que quand moi j'ai commencé le rap, on parlait pas d'argent.
Enfin, je sais pas, moi, quand j'ai commencé à l'écriture, en 96, 97 peut-être, je commençais. Je me suis jamais posé la question de gagner de l'argent. Ben ouais. Parce qu'à l'époque, le rap était invisible. C'était limite, quand tu disais que tu faisais du rap, c'était un peu comme, tu vois, je sais pas, t'étais mal vu. Et tu vois, ou soit on se moquait de toi, soit t'étais mal vu. C'est pas hype comme aujourd'hui, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, ça devient un vrai business. Oui. Tu vois. Tout à fait. Ça devient un vrai business. Ouais. Donc voilà. Je voulais finir sur le harcèlement. Ouais. J'aimerais bien qu'on puisse en parler, même si c'est brièvement, mais en parler un petit peu. Ouais. Comment tu l'as vécu, tu vois, comment tu l'as vécu, comment tu t'en es sorti. Ouais. Et est-ce qu'il y a des structures, si quelqu'un par exemple se sent harcelé, ou bien t'es un parent, t'as ton enfant qui est harcelé, c'est quoi les réflexes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi, tu vois, par exemple, j'ai des enfants, et t'as toujours cette peur quand ils sont à l'école. T'as toujours cette peur quand ils sont pas, tu vois. Enfin, tu y penses toujours. Oui. Tu vois, je pense. T'as toujours le truc de se dire, voilà, j'espère que personne n'embête à l'école. Tu vois. Et t'as certains parents aussi qui se rendent pas compte que c'est leurs enfants les harceleurs. Ouais. Tu vois. Et oui. Donc, essaye de me répondre si tu peux. Bien sûr. Moi, je me suis vraiment pris cette claque dans la gueule parce que j'arrivais d'un milieu hyper protégé. C'était la maison. Mais en fait, j'étais déjà prédestiné à être harcelé. Parce que je me rappelle quand j'étais dans mon village, tu vois, comme j'ai dit au début de l'interview, ma mère me faisait l'école à la maison et je voyais les enfants qui allaient à l'école, ils passaient sous ma fenêtre. Et moi, je me cachais, je voulais pas qu'ils me voient, je voulais pas qu'ils voient que moi, j'allais pas à l'école. Et une fois, ma mère, elle a vu que on était garé sur un parking en ville. Il y a des enfants qui sont passés avec les cartables et tout. Et moi, je me suis aplati au fond de la voiture, derrière le siège passager, pour pas qu'ils me voient. Et elle m'a dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, là, il faut qu'il aille à l'école. Samy, il faut qu'il y aille. Oui, parce qu'il y a un problème de sociabilité après. Il y a un problème de sociabilité qui va prendre trop d'ampleur. Et je suis rentré en CE1. Et en fait, très vite, le maître, c'était une classe unique, dans un tout petit village. Le maître a vu que je lisais comme un CE2. Donc il s'est dit, il va s'ennuyer. Il m'a fait sauter une classe directe. Il m'a mis en CE2. En plus, ouais. Donc les CE2 qui ont vu ce petit, qui connaissaient pas, tu vois, j'étais d'un autre village arrivé ici, ils ont été pas contents. Ouais, puis en plus, quand généralement le premier de la classe, il est pas forcément bien vu. Exactement. Donc et ça, je l'ai pas compris du tout de suite. C'est dans une des thérapies que j'ai fait après que j'ai compris qu'en fait le harcèlement, il est né de cette jalousie, de cette colère de voir ce petit qui venait avec eux en fait. Et donc ils ont commencé à me harceler. Il y avait surtout un garçon qui avait 2 assistants, on va dire. Et en fait, il me disait des trucs. Voilà, j'allais souvent aux toilettes, tu vois, parce que le handicap faisait que j'avais souvent besoin d'aller aux toilettes. Du coup, il me disait, tu sais, il y a le diable dans les toilettes, il t'attend et tout. Vas-y, tu vas rencontrer le diable dans les toilettes. Donc moi, j'en faisais des cauchemars. Après, à la récré, il se moquait de moi. Et puis, ils ont commencé. De là, voyant que moi, je disais rien, je faisais rien. Mais il y a le racket qui est venu par-dessus, où ils ont commencé à me prendre mes affaires, ou à me faire des échanges pourris. Ils disaient, donne-moi ça et moi, je te donne ça, tu vois. Et là, à ce niveau-là, t'en parles à tes parents? Et j'en ai pas parlé. Moi, j'ai jamais parlé. On peut dire que le premier conseil, c'est d'en parler à un adulte directement. Bien sûr. Même si on a peur, même si... Oui. Parce qu'il me disait, si t'en parles, je vais te frapper à la sortie, tu vois. Et il me disait ça. Est-ce que pour toi, qu'est-ce que tu penses que les parents pourraient faire pour soupçonner un pseudo-harcèlement? Est-ce que tu penses que... Alors mes parents, ils me l'ont dit après. Tu vois, ils m'ont dit quand on a vu qu'on t'a acheté un stylo, on t'a acheté un cahier, et le soir tu l'avais plus, on aurait dû aller parler au maître. En fait, il faut se mettre en relation. Il faut réseauter tout de suite. Même si l'enfant ne parle pas, il faut aller voir les profs, il faut appeler, il faut dire comment ça se fait. Il faut creuser en fait. Dès qu'on voit qu'il y a ce qu'on appelle des signaux faibles, c'est quand l'enfant montre qu'il n'a pas faim, il est fatigué, il dit qu'il a mal à la tête, peut-être il se sent, il n'a pas envie d'aller à l'école, il se sent pas bien. Ça, c'est un truc que j'ai souvent noté, c'est les gens quand ils parlent, ils expliquent que souvent l'enfant, il simule des petites maladies pour pas aller à l'école. C'est ça. Ça peut être des alertes un petit peu. Bien sûr, c'est des alertes, ouais. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a une nouveauté depuis 4 ans qui est en train de devenir très puissant. C'est ce qu'on appelle phare. C'est un réseau en fait qui
qui est devenu obligatoire dans toutes les écoles. C'est le programme de lutte contre le harcèlement. Ok. Donc en fait, phare, parce que c'est un peu comme un phare dans la tempête, tu vois. Okay. C'est un point lumineux qui va sur lequel on va pouvoir se centrer pour lutter contre le harcèlement. Et moi, je fais partie depuis cette année de ce réseau. Dans mon établissement, je suis devenu référent du programme phare. Donc on a des formations, on se réunit avec d'autres adultes, d'autres établissements pour mettre en place des procédures. Dès qu'on soupçonne un cas de harcèlement, eh bien, il va y avoir une procédure qui va se mettre en place en lien avec la vie scolaire, avec les infirmiers, avec les familles, avec l'élève harcelé et les élèves harceleurs aussi, pour essayer de régler ça de la façon la plus positive et la plus rapide possible. Ça n'existait pas. À mon époque, malheureusement, donc moi je l'ai vécu en intégrant tout. Comme tu vois, je t'ai expliqué, avant même d'aller à l'école, j'étais craintif. Avant même d'aller à l'école, j'étais victime. Donc j'ai gardé ce statut de victime pendant très très longtemps. Tu étais déjà dans une posture... très passive, ouais, okay. Très très passive. Et quand j'en parle avec mes enfants, par exemple, ils me disent « Mais si j'étais toi, je les aurais tapés, j'aurais fait ça et tout. » Et il y a beaucoup d'élèves aussi, puisque je parle ouvertement de ce que j'ai vécu avec mes élèves. Aujourd'hui, je considère que c'est une force d'être un harcelé qui, même si ça n'a pas été facile, j'ai dû faire des psychothérapies pour revenir. C'est un traumatisme en fait. Est-ce que tu penses que c'est important ça par contre ? C'est hyper important. Voilà, d'aller consulter, parce que ouais. moi je parle de mon cas personnel. Oui, culturellement, oui. C'est tabou. Ouais. Culturellement, je parle. Bien sûr. Et en étant issu d'un quartier, ouais. c'est tabou d'aller chez un psy. Oui. Tu vois, chez un psy, les gens te considèrent comme un fou. Voilà, les gens ils vont te dire t'es fou. Et oui. Alors que moi, avec l'âge, avec le temps, je le vois différemment. Ouais. Tu vois. Mais toi, tu conseillerais aux gens pour leurs enfants, ou même pour eux-mêmes quand ils grandissent, s'ils ont subi un harcèlement et qu'ils n'ont pas encore consulté, ça serait bien d'y aller pour crever l'abcès en fait, c'est ça ? Pour moi, c'est capital. C'est capital parce que tu te retrouves face à quelqu'un qui va te renvoyer des choses que tout seul, tu n'aurais pas comprises. L'inconscient, et c'est hyper important. Personnellement, moi, j'ai dû faire une 10aine de thérapies sur toute ma vie, tu vois. Et voilà, je pense que, en plus avec le Covid, tu vois, on voit de plus en plus de gens qui sont en train de vriller. Ouais. Les élèves, on en parlait, tu vois. Là, on est en train de voir ceux qui étaient au primaire pendant le Covid, qui sont devenus énormément addicts au smartphone, qui sont des jouets du smartphone et qui sont maintenant au collège et tout ça. On a besoin de remettre l'humain au centre de tout ça. Et le psy, c'est un rôle capital. Aller consulter aussi les psys de l'éducation nationale, sans avoir besoin d'aller... parce que, pour rebondir aussi sur ta question d'avant, l'État ne rembourse pas assez les psys. C'est pas assez pris en charge, les consultations chez un psychologue. Oui, parce qu'il y a psychiatre et psychologue. Voilà. Un est médecin, l'autre non. C'est ça. Donc c'est vrai que... Ouais. Après, je pense que c'est vrai qu'un psychologue pourrait être remboursé. Voilà, ça devrait l'être. Enfin, ça faciliterait peut-être... Oui. Ça faciliterait, je pense, peut-être le fait que les gens aillent aussi consulter. Ouais, tout à fait. Écoute, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Eh bien, par rapport au harcèlement, il y a des numéros verts. Le 3018, que vous pouvez appeler et vous serez tout de suite mis en relation avec quelqu'un qui vous écoutera, qui pourra vous orienter. Ensuite, ces appels, ils sont enregistrés et ils sont envoyés à une personne par académie qui écoute et qui développe, qui met en place tout un réseau. Donc, en fait, c'est le référent harcèlement. Il faut savoir qu'il y a ce poste qui a été créé auprès du recteur de l'académie. Donc il y a vraiment un suivi maintenant très très organisé de l'élève à la famille, au prof, à l'équipe médico-sociale, la vie scolaire, les chefs d'établissement. En fait, ce que je trouve beau maintenant et assez rassurant,
c'est tout ce réseautage qui s'est mis en place sur le harcèlement, même si le harcèlement arrêtera jamais. Tu vois, là, depuis le début de l'année, j'ai vu plein de cas. Là, il y a juste la semaine dernière, juste un élève handicapé en inclusion s'est fait harceler par un groupe de 3 élèves qui eux, n'avaient pas conscience de le harceler en plus, tu vois. Donc, c'est très, très compliqué. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... C'est quelque chose qui est propre à l'être humain. En fait, notre discussion, je te remercie de l'avoir créée parce que... Le plaisir, il est pour moi. C'était un beau voyage dans plein de choses. Et l'humain est au centre de ça, avec son côté individualiste et son côté vie de groupe. Et c'est toujours un aller-retour entre... Moi, des fois, ce que je me dis, c'est que des fois, quand je parle avec des gens plus jeunes, ouais. C'est pas la question de faire l'ancien, comme je dis à chaque fois. Oui. C'est une question que des fois, quand tu parles avec des personnes plus âgées, ça te permet de gagner du temps. Ouais. Tu vois. Et le temps, c'est précieux. L'argent, tu peux le refaire. Le temps, tu peux pas le récupérer. Tout à fait. Ouais. Et donc, voilà, je pense que il faut prendre en compte ce truc-là. Et le plus important, comme tu dis, c'est l'humain. Oui. Moi, le message que j'aimerais faire passer aux gens, c'est la tolérance. Ouais. Voilà. Tout à fait. Moi, je sais, quand j'étais plus jeune, j'étais moins tolérant qu'aujourd'hui envers les gens. Ouais. Et le temps a fait que, l'ouverture d'esprit a fait que. Donc, ouvrez-vous aux gens, discutez avec les gens et surtout ne pas avoir d'a priori. Et ouais. Voilà. Ne pas avoir peur de l'autre. Oui. Voilà. Quand je dis l'autre, c'est que ce soit une personne étrangère, que ce soit par le lieu de naissance, la couleur, la religion, peu importe, la ou même que la classe sociale, peu importe, ou que physiquement. Tout à fait. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Eh bien, écoute, de continuer à pouvoir allier l'utile à l'agréable dans ma vie professionnelle, ma vie artistique, ma vie familiale. Vous pouvez aller me suivre sur Insta. Mon blaze artistique, c'est Prof Breuil, donc prof.breuil. Il y a ma chaîne YouTube où je publie tout ce dont on a parlé, les vidéos de rap pédagogique, aussi les ateliers qu'on a fait, les mixtapes qu'on a fait avec les élèves de Françoise Combe. Et puis sur Insta, voilà, les actualités de Radio Campus. Ouais, voilà, la radio aussi. Je fais une émission, j'anime une émission par mois avec Muso et DJ Sick. Big up à eux. Big up à eux, voilà. Et d'ailleurs, dans un mois, on va donner carte blanche à Patch pour la sortie de son projet. Et je pense qu'on t'y retrouvera aussi. J'espère, j'espère avec plaisir, voilà. En tout cas, encore un grand merci à toi, Tankpo. Samy, merci beaucoup. Merci Moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Ouais. Et puis, de toute façon, on se voit à la radio. Hein. Carrément. Avec grand plaisir. Le meilleur est à venir. Gardez le moral, je sais que les temps sont durs. Le stress électoral le fait que les tensions durent. Regardez vos enfants, leurs intentions sont pures. Elles nous donnent l'espoir de voir la vie au pluriel. Y a tout à prendre dans les relations humaines. Suffit de tenter sa chance, des fois ça se passe en humaine. Je répète mes pas et j'écris jusqu'à l'aube, afin de mener la danse hors de la violence urbaine.